La nuit du 25 au 26 octobre, je me lance dans une thématique assez classique, assez relativement aisée, parce qu'elle autorise tout, elle permet tout. Il n'y a rien qui soit interdit ni imposé. Donc la rubrique en fait comme ça, au fil des jours, au fil des mots. Nous sommes faits de temps, évidemment, temps qui, le temps nous a fabriqués, il a fallu que nous soyons, comment dire, posés ou déposés, comment je pourrais dire, pas plaquette, mais élément par élément. Donc, nous avons acquis notre corporéité grâce au temps. Le temps permet la machine, le fait de fabriquer un être humain demande du temps. Alors, je sais pas si c'est le temps qui permet ça, mais en tout cas, je me sors de ce petit piège et je passe aux mots. Nous sommes faits de mots. Est-ce qu'on a besoin réellement de prononcer les mots pour avoir une sorte pour développer un sens, quelque chose d'articulation aux choses, le fait d'avoir rapport aux choses. On est né dans les mots. Est-ce une nécessité? Est-ce une sorte d'habitude? Je n'en sais rien. En tout cas, souvent, pour les gens qui ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, ils passent leur temps à formuler des choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Évidemment, ça se présente sous forme de mots parce que c'est ça qu'on a l'habitude de faire, mais c'est aussi sous forme d'images. Donc on pourrait, finalement, si on n'avait pas les mots, on n'aurait que des images et on aurait un rapport, comment dire, de proximité ou d'éloignement vis-à-vis de certaines images. Certaines images, on les considérerait comme intéressantes, comme sécurisantes, comme nous faisons du bien, et d'autres images, c'est les images qu'il faut essayer de garder à distance. Donc, l'activité cérébrale n'a peut-être pas besoin de mots, mais en tout cas, je vais faire avec. Donc, en attendant, et donc au fil des jours, au fil des mots, le temps, évidemment, passe, quoi qu'on puisse en penser, il est cyclique, il est linéaire, il n'existe pas, il est qu'une virtualité, il est qu'une façon d'interpréter le réel lui-même peut-être n'existe pas, ou n'existe certainement, le réel est différent de la façon que nous avons de le percevoir et de l'interpréter, certainement. Parce que le réel, il possède plus, on parle de troisième, quatrième dimension, mais j'imagine que le réel est à n dimensions, infinie dimensions. Donc finalement, nous percevons que quelques dimensions. En parlant de sixième sens, on pourrait dire que là on a accès à une dimension de la perception, mais à laquelle on n'a pas accès souvent, on a accès dans certaines circonstances, à laquelle ont accès d'autres êtres, etc. Sixième sens, parce qu'on en a 5 normaux, puis on aurait donc accès à une dimension.
Donc, pour dire que nous disposons de 3 ou 4 dimensions, mais peut-être pas d'une 5e, ou alors il faudrait essayer de la verbaliser, de la nommer. Comment pourrait-on nommer une dimension à laquelle finalement nous n'avons pas, avec laquelle, dont nous n'avons pas une conscience, une quelconque conscience. La dimension de percevoir le temps, un peu le temps qui est toujours un temps subjectif. Peut-être que le temps, il a une composante subjective, une composante qui ne le serait pas, peut-être. Il faut rester très, comment dire, il ne faut pas établir des règles, fixer des notions. Il faut rester très perméable, très ouvert. Tout est possible, et encore que le mot possible lui-même n'indique pas la totalité de ce qui peut être envisagé. Nous ne pouvons envisager que ce qui nous est autorisé de par nos sens, de par notre inscription dans un ordre du vivant, etc., etc. Donc, c'est comme ça. Alors, au fil des jours, au fil des mots, alors, quelquefois, on est privé de mots. Pas le droit d'utiliser certains mots. Parce que ça appartient à d'autres. Parce que d'autres sont plus prioritaires que toi. T'as même pas le droit, et finalement, tu parles une langue, tu la parles un peu par une sorte de, comment on peut appeler ça, d'effraction. Tu la parles par effraction. Ben ouais, t'es pas censé la parler. En tout cas, pas la parler comme tu sembles la parler. Tu es censé mal la parler. Parce que c'est ça. C'est toi ça. Le mal parlant. C'est lui qui ne sait pas formuler, encore moins théoriser, encore moins conceptualiser, encore moins philosopher, encore moins expliquer, encore moins transmettre. T'es un petit. T'es une sorte d'élève, éternel élève, t'es un petit, voilà, t'es un boy, t'es un petit animal, un peu bien éduqué, voilà, et t'as besoin de savoir juste ce qu'il faut pour que tu répondes finalement à l'usage qui t'affiche pas la fonction qui est la tienne. Assis, debout, rapporte, gentil, viens. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut dire de plus à un arabe? Qu'est-ce que un arabe a besoin de comprendre de plus? Et un arabe, ça comprend pas. Ah, malheureusement, l'arabe comprend tout, et même plus que l'on serait capable d'imaginer. L'arabe, c'est un être humain, et un être humain, il est comme toi, comme moi, comme n'importe qui, il est capable de comprendre. Il est comme tout le monde, mais en même temps, il a sa petite particularité. Alors, il a une certaine dose de sensibilité qui est la sienne. Il a peut-être une perception qui serait la sienne. Il perçoit un peu mieux, il fait un peu, il mémorise et il incorpore certaines choses beaucoup mieux qu'un autre. Voilà, c'est comme ça. Il a une façon à lui, je sais pas, on pourrait prendre un potier, plein de potiers, chaque potier a peut-être sa façon de faire, une façon un peu on va reconnaître telle poterie, eh ben c'est sûr que c'est le maître potier là-bas qui l'a faite. Ou alors si c'est
alors c'est les gens de son atelier. Mais là, ça ressemble à ce qu'aurait pu faire le maître, sauf qu'il y a encore une petite imperfection. Donc on imagine, voilà. Donc, oui, malheureusement, en arabe, c'est très intelligent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il apprend le français, il le maîtrise à fond, il n'y a pas de problème. Et il maîtrise le français. Il est né dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Il est plus français qu'un français qui, je sais pas, si vous prenez un arabe qui a 40 ans, ben, il a plus d'antériorité dans le français que le français qui a 10 ans et qui se dit plus légitime à se dire français. Qui est le français des deux, qui est le plus français des deux. C'est celui qui est, évidemment, qui l'est depuis plus longtemps. Mais être français, c'est quoi? C'est juste parler français. Être français, bah, c'est de dire, bah, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, la liberté, ma liberté, ma liberté, comme a chanté quelqu'un. Ma liberté, c'est de dire, ben moi, les choses, je les vois à ma façon. Tant pis si je suis seul à le penser de cette façon. Mais c'est pas grave. C'est ma liberté. Voilà, je suis un citoyen, mais qui pense différemment des autres citoyens. C'est pas un problème. Un citoyen qui impose rien à personne, voilà, ben, j'ai le droit de penser comme je veux, et c'est encore heureux. Ah, j'accepte, et je n'ai aucune autorité au-dessus de moi. Sauf peut-être, oui, quelques institutions, mais le reste, je respecte les institutions. Bon, je peux ne pas les respecter. Je peux dire, je suis pas d'accord avec cette forme de gouvernance. Je peux dire que je suis pas d'accord sur la façon dont le pouvoir est exercé. Je peux dire que je suis contre l'État lui-même, tout entier, que je suis pour le démantèlement de cet État, que je suis pour une forme de gouvernement beaucoup, j'allais dire, décentralisé à l'échelon local, puisqu'on est dans le localisme, allons-y, gouvernance locale, gouvernement local, pas de gouvernement à distance. On n'importe pas, on se fait pas gouverner par des gens qui habitent à des centaines, quelquefois des milliers de kilomètres de chez nous. Gouvernons-nous même, créons des communautés autonomes à tous les niveaux. Après, nous pourrions établir des relations avec les communautés proches, mais organisons-nous en communautés totalement indépendantes, pas autonomes, totalement indépendantes. On déclare une collectivité qui pourrait se déclarer en rupture avec, voilà, choisit sa propre voie, je sais pas, une communauté qui dicte une loi spéciale, voilà, nouvelle, originale, totalement impensable, mais si elle a été votée par la collectivité, si elle a été préférée, pourquoi pas. La communauté serait souveraine. Voilà, la souveraineté locale. Ben oui, nous sommes les mieux à savoir de quel gouvernement nous pourrions avoir besoin, puisque nous habitons dans cette localité et nous savons ce qu'il nous faut dans cette localité. Après, évidemment, nous laissons de côté l'État central, évidemment, le plan, la statistique, etc., les projets, les méga-projets, les projets, comment on appelle ça? J'allais dire structurants, mais les projets dont, je sais pas, relier des régions, des infrastructures, évidemment hyper coûteuses, etc., parce que donc, au fil des mots,
Et on se retrouve, évidemment, les communautés autonomes, c'était un rêve à un moment donné. Et moi, j'ai rencontré ce rêve de loin, sûrement. Un peu même style, on pourrait revenir à une sorte de presque une sorte de régression vers un état dans lequel l'entité première serait le village, même pas une communauté de village. D'abord le village, la communauté première, la communauté référentielle, communauté maîtresse, la communauté, ça serait le village. Donc après, chaque village pourrait s'associer à notre village en fonction des affinités, et en fonction des intérêts, etc. Mais d'abord, village. Voilà, on revient vers une forme de gouvernement presque, j'allais dire clanique, mais la plus réduite possible. Donc, on voit très bien finalement l'impasse que c'est, un peu l'impasse que c'est. Peut-être que c'est pas réellement quelque chose d'impossible à maintenir dans le temps. Pourquoi? Je vois pas. Mais en tout cas, simplement, il y a un désir ou un rêve, j'allais dire, d'installer quelque chose qui serait de ce style, une communauté de gens, collectivité de gens qui se connaissent tous, qui finalement sont comme un seul corps, qui s'entraident, qui s'aiment, qui préfèrent d'abord, qui sacrifient finalement le bonheur collectif, le bonheur individuel au profit du bonheur collectif, qui font tout pour l'épanouissement de leur entité, de l'entité à laquelle ils appartiennent. Donc, et puis chacun est d'une présence, tout le monde est présent auprès de tout le monde. Tout le monde essaie de faire le bonheur de tout le monde. C'est un élan commun vers la réalisation d'une sorte de félicité, une félicité de groupe, une félicité totale et encore une fois, bon. Donc voilà, au fil des mois, on se retrouve entraîné derrière un projet politique, un projet presque, on pourrait un peu penser aux phalanstères, on pourrait penser à ces tentatives de créer une autre forme de partage du temps, de partage de la vie, partage de vie, partage de projets, partage d'avenir, partage d'espoir, partage d'absolu même. Donc on est là et voilà. Donc au fil des jours, il n'y a pas moyen de dire ce jour-là, de noter les jours, de dire ce jour-là et en moins pour telle raison, ce jour-là et en plus pour une autre. Alors faire un peu la somme de tout cela et dire j'ai plus dans mon année, j'ai plus de jours en moins que de jours en plus, ou je suis à égalité, à équivalence, je sais pas, on peut pas. Donc là, on est, c'est quoi s'arrêter un moment pour parler des jours qui passent, c'est la seule certitude qu'on a réellement, c'est cette perception des jours qui passent et du temps qui passe. Ah, évidemment, si on parle d'une chose, il y a des choses dont on parle
et on sait où elles vont. Et quelque part, l'eau va finir par aller vers l'océan. Les nuages vont quelque part. S'il y a de la poussière, à un moment, elle va se retrouver quelque part. La terre qui est avalée par les forces de convection, ben finalement, tout cela est peut-être réincorporé dans le magma, etc., puis finit par remonter tout cela, et tout cela, on imagine, la Terre reçoit des apports de l'extérieur. Je sais pas si la Terre envoie des parties d'elle, de la matière, dans l'espace. En tout cas, on a l'impression que les choses changent de forme, mais ne disparaissent pas. Mais le temps, lui, en tout cas, il s'en va, il s'écoule comme l'eau d'une rivière ou l'eau d'un ruisseau, ou il s'écoule sans s'arrêter, sans que nous puissions l'arrêter. On peut pas mettre un barrage, fût-il très grand ou vraiment très modeste. Aucun type de barrage ne peut arrêter le temps, sauf peut-être à s'engager dans des sortes d'efforts intellectuels, ou je sais pas de quelle nature ça serait, pour ralentir la perception que l'on a du temps. Il nous arrive de faire l'expérience d'un ralentissement comme ça du temps, mais c'est assez rare. Et finalement, alors, quand vous avez la perception du temps, par exemple le temps l'été, vous pouvez avoir, en fonction de la chaleur, en fonction de cette pression de l'air, en fonction de peut-être de votre état de torpeur, vous pouvez avoir l'impression que le temps il s'écoule très lentement. Et vous pouvez vous laisser aller à faire une sieste sans vous soucier du temps que vous allez peut-être gaspiller ou qui va vous échapper. Non, vous allez faire une sieste, ça va vous sembler très conséquent. Ça va être une sieste d'une demi-heure ou d'une heure, mais ça va vous faire penser à quelque chose de encore plus. Donc c'est 2 heures, 3 jours. Je dormis juste 1 heure, c'est une demi-heure. Ah, mais j'ai l'impression d'avoir dormi un siècle. Mais qu'est-ce que j'étais bien. Quelquefois dans le ralentissement, ce sentiment de ralentissement, on se sent bien. Mais quelquefois, on se sent pas bien. Parce qu'on aimerait que le temps passe très vite. On aimerait oublier une chose. On aimerait ne plus ressentir l'effet de quelque chose qui nous fait souffrir un peu. Et voilà donc la perception du temps. Le temps ne va nulle part. Parce que peut-être il n'est pas réel, justement. Il n'est pas réel. Parce qu'il n'a pas de consistance. Parce qu'il n'a pas de forme. Parce qu'il n'a pas de réalité. Parce que c'est juste une façon de déduire un phénomène à partir de quelque chose qui normalement, nous avons besoin d'avoir recours à quelques expédients pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passe. Le temps n'est qu'un expédient parmi tant d'autres pour essayer de comprendre comment on a cette perception de déplacement, cette perception de changement, cette perception de montée et de puissance, puis de déclin, comment les choses, comment on acquiert de la matière, comment on perd, comment on devient, comment on grandit, pourquoi on commence à rapetisser, à se réduire, pourquoi il y a ceci, cela, ces phénomènes de rupture dans les générations, dans les gens que l'on connaît, pourquoi il y a quelqu'un qui finalement est
on dirait qu'il a accumulé suffisamment, on pourrait dire, de toxines, que finalement, son corps est trop attaqué par je sais pas quoi, mais en tout cas, il ne peut plus tenir. Parce qu'il a amassé, comme on pourrait dire, quelqu'un a été traversé par quantité de particules cosmiques, solaires ou autres, que finalement traversé, mais chaque particule va laisser un petit trou, va occasionner un préjudice, et finalement, à force de recevoir des coups, là, ça se compte en milliards de milliards, mais ça finit par user le corps. Et le corps, évidemment, finit par déclarer forfait. Donc il y a un épuisement du corps suite à je ne sais quel phénomène. Et après, on fait intervenir la notion du temps pour expliquer ce phénomène si perplexisant, si déroutant, si attrissant en même temps. Donc finalement, on est au fil des mots, on tente, on est comme un chimiste, un apprenti chimiste. Enfin, finalement, il veut être un autodidacte dans la chimie. Or, c'est assez risqué, hein, je veux dire. C'est parce que j'incorpore la chimie, parce que j'ai vu dans un épisode des Avengers un laboratoire de chimie. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Donc là, et finalement, avec le chimiste, il y a des risques. Quelquefois, il y a des risques sérieux. Avec les mots, on risque un peu. Si on se met à défier une autorité qui n'aime pas être défiée, une autorité très soucieuse de son image, et finalement, de son, comment je pourrais dire, finalement, et de son autre, qui n'accepte pas qu'on la tétille le moins du monde. Si on touche un sacré qui soit un sacré, j'allais dire laïque, un sacré séculier ou un sacré religieux, là évidemment on risque de prendre quelques coups sur les doigts de la main, hein, on risque d'être châtié. Donc voilà, mais en général, donc on applique, comme dirait quelqu'un, de l'auto-censure. Donc on évite de s'engager dans des expériences un peu trop dangereuses, un peu trop difficiles parce qu'il faut assumer. Quelque part, il faut assumer les mots qu'on dit, les propos qu'on tient. On est responsable, malgré tout. Même si, en fait, quelquefois, les mots qu'on dit, ils sont venus d'eux-mêmes. Ils s'inscrivent dans un contexte. C'est un mot est relié à un autre. Et quelquefois, on peut pas s'empêcher de citer un peu la totalité, comme si, on fait un arbre, comment on dit, un arbre familial, comment on dit, et il faut montrer tout le monde, tous les embranchements, il faut montrer toutes donc cette représentation, cette fidélité à l'enchaînement que l'on a, qui est un peu gênante quelquefois, parce qu'on aimerait bien un peu se démarquer et prendre d'autres voies, mais on s'inscrit dans une sorte c'est un exercice imposé, on peut pas faire autrement. Les mots attirent des mots qui sont habituellement qui avoisinent
qui, qui se combinent en général, ou qui font cause commune, corps commun, peu importe. Finalement, c'est pas évident. C'est pas évident d'exister de façon, j'allais dire, de réécrire de réécrire la lexicalité ou le processus d'émergence des mots de l'heureux. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen du moment, de la même façon que l'on utilise le même air, évidemment, l'air que j'utilise moi pour dire mes mots, ben c'est le même air que quelqu'un d'autre va utiliser, c'est le même taux d'oxygène, le même taux d'azote et le même taux d'autres, évidemment, d'autres gaz ou d'autres composants. Donc c'est ça. Donc là les choses. Donc on se rend compte évidemment très vite de nos limites. Il n'y a pas moyen de s'introniser différent. Mais il n'y a pas moyen de dire je réinvente le monde. Comme je peux pas réinventer la langue, je peux pas réinventer la vraisemblance, je peux pas réinventer les évidences, comme je peux pas réinventer un peu la façon de faire récit, la façon d'introduire une pensée, la façon de la développer, la façon de la conclure, comme je peux pas non plus imposer une sorte de fantaisie. Je dois respecter une façon de dire, une façon. La fantaisie, ça va un moment, après c'est trop fantaisiste, tout cela, c'est pas sérieux. Donc au fil des jours, au fil des mots, et encore une fois, retour sur les bouchons en mousse, les bouchons d'oreille, qui font que je suis pas du tout dans une dans de très bonnes dispositions pour parler. Je suis encore une fois victime du dédoublement au niveau auditif, dédoublement du son. Donc j'ai l'impression que j'émets des sons, que je les entends quand je les émets, et en même temps j'ai un deuxième retour, j'entends ces mêmes sons à travers les sons, je les perçois au moment où je les mets en mouvement, où je commence à les expulser, les moments où je forme les mots. Et après, j'ai ce retour, comme un retour, j'ai ce retour dans les oreilles. C'est pas parce que j'ai un casque, c'est juste que mes oreilles sont bouchées, il y a comme un écho qui se crée et qui me revient dans les oreilles et qui me revient dans la tête. Donc je suis un peu la double peine, je perçois doublement mes propres mots, et c'est pas ça qui m'intéresse, parce que ça introduit un déphasage et ça me fait perdre un peu le fil de ce que j'aurais voulu dire, et en même temps j'ai comme une perception très lourde sur la langue des mots que je dis. D'habitude, je dis le mot et le mot il s'en va loin, et finalement il me quitte, il s'en va, et je le remplace par un autre. Alors que là, j'ai le mot qui s'en va, mais qui revient. Et donc, il empêche le surgissement du mot, de l'autre mot. Enfin, en tout cas, il interfère. Il y a des interférences comme ça qui sont assez désagréables, assez fatigantes, finalement assez pénibles, voilà. Donc, au fil des jours, et l'on pourrait dire, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des gens qui ont été privés de parole pour toujours.
c'est malheureux pour eux. Les mots ne sont jamais, ne sont pas d'un grand secours. Il faut plaindre quelqu'un qui peut plus, à qui on pourrait plus faire grand chose, on pourrait pas aider, on peut le plaindre. Et on ne sait pas si cette plainte peut servir à quoi que ce soit, donc on peut plaindre quelqu'un qui a été cueilli prématurément, c'est toujours ça laisse quelque chose au fond de soi, de désagréable et de sentiment de malaise. Et non, et c'était pas encore la cueillette, ça a un moment apprécié. Et pourtant, il y a des gens qui meurent un peu trop tôt. Logiquement, il aurait pu vivre un peu plus. Pourquoi? Ils sont morts prématurément. Y avait-il une raison? Y a-t-il un impératif quelconque? Je n'en sais rien. Donc, on est là à parler et on estime qu'on est quelque part privilégié de ce fait. Et ce fait-là, et c'est un privilège dont on ne sait pas vraiment, on ne sait pas quoi faire. Il faudrait crier son bonheur, le chanter Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari, je sais pas. Là, c'est même pas chanter son bonheur, c'est, je sais pas, c'est psalmodier quelque chose pour adorer quelqu'un. Là, mais j'ai pas d'autres exemples, donc je dirais Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari la vie, Hari Hari la vie, je sais pas, Hari Hari, je suis en vie, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari, j'ai de la chance, Hari Hari, je m'estime heureux, je m'estime chanceux, je m'estime privilégié, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari, comme je m'habille en noir, il faudrait que je m'habille en autre couleur. Oui, voilà. Alors, on est bien entendu, et c'est là où c'est intéressant. On ramène des choses de très très loin. Les Hari, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et pourtant, ils n'ont pas disparu. Pourtant, ils ne sont pas morts totalement. Je les ai gardés, je sais pas où, je les ai ressortis, peut-être qu'ils sentent un peu la naphtaline, mais peut-être les Hari, c'est bien heureux qui s'extasiaient en chantant. Ah, les heureux. Ah, qu'est-ce que, quelque part sur le moment, même si elle n'était pas si âgée que ça, j'ai envié ce bonheur qui paraissait vrai, qui n'était pas fin, même s'ils étaient en démonstration quelque part. Ils cherchaient à finalement à faire intéresser les gens à ce qu'ils professaient, mais ils étaient heureux. Ils étaient dans une sorte de comment dire, une bulle de chaleur et de lumière, hein, voilà, pour parler. Ça risque rien, je leur fais pas la publicité, j'en fais pas une apologie, mais j'interprète sur le tard ce que j'ai pu ressentir il y a plus de 25 ans, dire il y a peut-être 30 ans, et c'est pas important que ce soit juste ou pas. Donc la chose est là. Alors au fil des mots, nous avons combien de mots avons-nous besoin pour tenir toute une journée? Est-ce que nous avons besoin des mêmes mots tous les jours? C'est vrai que nous avons besoin d'une introduction, d'une ouverture,
bonjour, on peut pas y échapper. Nous avons besoin de l'entendre comme nous avons besoin de le formuler. Bonjour, bonjour. Même si ça a été dit des millions de fois, c'est une chose essentielle. C'est plus essentiel que tout. Bonjour. Même si c'est pure formalité, même si c'est une formalité extraordinairement signifiante. Voilà. Donc, et le reste c'est quoi? Alors, qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Pas grand-chose, tu sais, comme d'habitude. Ouais. Je suis allé et puis je suis revenu. Je suis allé, voilà. Je laisse vide. Vous remplissez comme vous voulez. Je suis allé là et puis je suis revenu. Là, tu me vois, je suis de retour. Et ça a été bien? Oui, ça a été bien. Mieux que d'habitude? Non, c'était bien, c'est comme d'habitude. C'est bien que... tu veux savoir quoi, en fait? Allez, viens-y, quoi. Tu veux savoir quelque chose de précis? Non, je pose des questions comme ça. Ah, tu peux me retourner mes questions. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Oh, rien de spécial. Le train-train quotidien, voilà. J'ai vu un tel. J'ai vu quelqu'un, et puis je lui ai parlé, et puis un autre est venu me parler. J'ai pris une boisson avec un tel, voilà, donc je lui parlais d'une chose, et puis on m'a parlé d'une autre, et puis voilà, je suis là devant toi, maintenant là, je suis avec toi. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? On fait comme d'habitude. Allez. Qui fait ça? Tu fais ça ou tu fais ça? Toi tu fais ça et moi je fais ça. Peu importe, hein, il y a pas de préséance, hein, tu choisis et moi je prends ce que t'as pas choisi. D'accord, on fait comme d'habitude. Je fais l'entrée, toi tu fais, ouais, tu fais la fin, tu fais la conclusion. Ah ouais, d'accord. Ah, j'espère que ça va être comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui. Comme d'habitude, il ne se passe rien. Ou à peu près. Il ne se passe jamais rien. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais c'est une sécurité trompeuse. Il ne se passe jamais rien jusqu'au jour où il se passe quelque chose de très grave. Car vois-tu, il reste plus que ça. Les événements graves, les événements qui tuent, les événements qui achèvent. Voilà, il reste que ça. Après, moi, tu sais, moi, j'ai passé l'âge de connaître des moments heureux. J'ai plus le droit d'aimer, ni d'être aimé. J'ai plus le droit de jouir, ni de faire jouir. J'ai plus le droit de dire, ah, allons-y à la mairie, et faisons. J'ai plus le droit. J'ai jamais eu le droit. J'ai pas le droit. Je suis pas père. Je suis pas mère. Je suis rien connu de tout ça. Ouais. Alors, un événement. Ah! On m'a découvert. On m'aurait trouvé quelque chose. Pour l'instant, c'est au conditionnel. Ah, je veux pas y croire. On m'aurait trouvé une petite anomalie, assez rare d'ailleurs, une anomalie quelque part. Aïe, aïe, aïe. T'as encore de bonnes nouvelles comme ça?
Ben ouais, moi j'attends que ça se développe, que ça devienne grave. Ça va me changer. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre un peu comme toujours. Voilà, il se passe jamais grand-chose. Ben, voilà. Il se passait rien dans ma vie jusqu'au moment où on m'a annoncé la nouvelle que tu sais. Ben, c'est mieux que rien. Il y a de nouveau. Il y a du palpitant. Il y a de l'anxiéson. Il y a... les choses ne sont plus comme avant. Ouais, ça remue. Voilà. Donc, je préfère ça plutôt qu'une sorte d'apathie, comment dire, d'apathie un peu partout, qui s'est mise un peu partout. Tu penses plus à rien, tu désires plus rien, tu te projettes nulle part, tu fais plus de rêves. Si d'un seul coup, tu devenais important. Beaucoup de gens s'inquiètent pour toi, beaucoup de gens... menace autour de toi. En plus, t'as quelque chose de rare dans ton bien voir. Tout le monde est curieux. Il t'aime peu. Voilà. On a découvert ce cas. Ah, c'est un cas, c'est le premier cas, c'est le deuxième cas en France, en 30 ans. C'est quand même... Ah, même les élèves, ils viennent voir. Ah, ils sont un peu... T'as l'impression d'être une bête de foire, mais c'est pas grave. C'est quand même... voilà. T'as quand même de la valeur, quoi. En tant que phénomène, j'allais dire, phénomène médical, quoi. Et après ça, et en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah rien. J'avais envie d'aller, tu sais, là où je vais d'habitude, mais bon, j'ai renoncé. Alors t'as renoncé pourquoi cette année? Bah j'ai renoncé parce que je me suis pris un peu tard et puis finalement bon... Ah tu vas pas? Ah non j'y vais plus. Et puis tu sais, à force d'y aller, je commençais à connaître. Ouais je connais un peu trop quoi. Même si quand j'y suis pas, c'est comme si j'y étais quoi, à force. Et puis j'ai pas l'impression que je vais manquer à quelqu'un. Bah si, mais si, pourquoi tu te sous-estimes, tu te sous-estimes comme ça? Pourquoi tu t'aimes pas? Bah je m'aime pas parce que je constate que personne ne m'aime. Ah ouais? Tant que ça? T'es d'un pessimisme. Tu me fais peur. Rassure-moi. Et moi? Et moi? Tu penses quoi? Tu penses que je suis aimé, moi? Bah ouais, j'ai l'impression que t'es aimé, que t'es apprécié. Bon, tu fais des idées, quoi. J'ai apprécié de personne. Moi aussi, j'ai l'impression que personne ne m'aime. Même si toi, tu penses le contraire. Tu sais, les gens autour de moi, que tu vois me sourire, c'est ça, me toucher.
ben ils le font par gentillesse, pas plus quoi. Ouais, ils sont aimables. Ben quelque part ils essaient un peu, je sais pas, de paraître bon vis-à-vis de moi quoi. Ils m'en font un peu la charité, voilà, de leur bon geste quoi. Ouais, voilà, c'est comme ça que je le vois. La bonne charité chrétienne, voilà. Comme dirait l'autre. Ah ouais, toi et tes références, hein, toi t'es un religieux. Eh non, religieux, pas religieux, ça change quoi? Ouais, bon, il est arrivé d'avoir des idées comme ça, d'espérer quoi. Mais après, l'espoir fait mourir hein, aussi. Fait pas que faire vivre. Quelquefois, à force d'espérer et de rien recevoir, ben, on se laisse. Alors, je sais même pas si cette conversation fictive, je vois un petit souci technique. La webcam semble non plus enregistrée, je sais pas pourquoi. Toute seule, elle s'est mise un peu à mal fonctionner. Je continue de parler en espérant qu'elle enregistre tout de même, même si elle est un peu arrêtée pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ouais, il semble... Alors, voilà, elle réagit. J'espère qu'elle a enregistré. C'est ça. C'est ça et c'est rien d'autre. Ou c'est pas du tout ça. C'est comme on veut l'interpréter. C'est comme on veut le présenter. C'est comme on veut que ça soit perçu. Il y a des dialogues, si l'on peut dire, avec soi-même. Unilatéraux, unidirectionnels, des monodialogues. Mono. Ah, mono. Moi seul, je compose le monde. Moi seul, je suis le monde. En dehors de moi, il n'y a rien. Ce que je vois, ce sont des créations de mon esprit, des sortes d'excroissance, de sortes de, comment on appelle ça, d'ectoplasme. J'ai déjà parlé comme ça, d'ectoplasme, voilà. Les gens que je vois, et j'ai l'impression de les côtoyer, ce ne sont pas des gens vrais. Voilà. Je fais naître des semblants, des faux semblants, et des vraies illusions. C'était une illusion. C'était une sorte de projection mentale de mon esprit un peu à part, un peu particulier. J'ai la responsabilité de ce monde, de mon monde. C'est vrai que c'est une responsabilité un peu épuisante. Il faut s'occuper de tout, il faut rien ignorer. Allez, toi, webcam, qu'est-ce que t'as comme problème? Pourquoi tu sembles ralentir? Ouais, c'est ça, le monde. C'est drôle. C'est moi qui ai créé mon monde, et pourtant ce monde, il semble pas trop se plier à ma loi. Tiens, il me fait même souffrir. C'est drôle qu'une projection soit à ce point réussie qu'elle se retourne contre vous. Voilà. Donc, Deus ex machina, mais pas tant que ça finalement. Alors, on y va ou on n'y va pas? Ah, on y va. On continue d'avancer. En tout cas, on continue de remplir des bits
de créer du bit, comme le Bitcoin, on crée du bit, du bit bulle moétale, de bulles, des bulles lexicales, des bulles de toutes sortes, de toutes formes. Voilà. Donc au fil des jours, et on court derrière cette chose qui évidemment nous échappe à chaque fois. Elle reste loin, hors de portée. Simplement, on commence un peu à en esquisser quelques contours. Et pour l'instant, c'est quelque chose assez chimérique. Qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce que la perception? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que l'entier? Qu'est-ce que l'intégral? Qu'est-ce que l'instant? Qu'est-ce que l'après, l'avant-instant? Qu'est-ce qui règle toutes les mécaniques? Qu'est-ce qui remonte tous les réveils? Qu'est-ce qui agence les choses? Qu'est-ce qui s'occupe de la maintenance? Commence un peu, on se dit, tiens, il y a un moment, à force de tâtonner, à force de tâtons, on va finir par composer quelque chose qui sera au plus près de quelque chose. Façonner ou esquisser quelque chose qui sera au plus près de quelque chose. Il n'y a pas plus vague que cette formule. Mais on est dans le quelque chose. Toujours dans l'à peu près, dans le pas du tout près, pas du très loin, quelque chose qui ne peut pas rentrer dans les moules dans lesquels on voudrait la faire entrer. Ça, ces choses-là ne se moulent pas, voilà, c'est en dehors de tous les moules, en dehors de tout ce que l'on, finalement, tous les métiers dans lesquels on voudrait les faire entrer. Il n'y a pas moyen de tisser la toile de la vérité, la toile composée, la toile des événements, la toile de la réalité, la toile de l'être, la toile qui serait une représentation ou une copie ou serait inspirée, qui s'inspirerait qui serait la traduction, la transposition. Il n'y a pas moyen. Donc alors on se dirige vers quelque chose qui serait d'affirmer encore plus qu'on est dans l'infait, la chose qui n'a pas été faite, l'infait, pas l'inachevé, mais l'inarticulé, l'inassemblé, toujours finalement renverser, toujours un peu retourner les choses. Nous formons pas un aboutissement, nous sommes une sorte d'inaboutissement, quelque chose qui n'est pas abouti, qui n'est pas fini, qui est en cours peut-être de mise en forme, voilà, comme le jour où j'ai vu un sculpteur à l'œuvre et ce que j'ai vu m'a pas plu. Et puis finalement, c'est une sorte, quand il s'agit d'une sculpture faite avec de la glaise, donc on rajoute un peu motte, j'allais dire, de glaise après motte.
finalement on compose quelque chose d'assez massif, pas du tout intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire moi dans cette histoire? Mais la réalité, qu'on essaie les choses, qu'on essaie finalement de faire tenir, de faire ressembler à quelque chose, n'ont pas ce côté massif de la statue. N'auront jamais, il n'y a pas de massivité dans cette histoire. Tout ce que nous arriverons à mettre en forme, c'est quelque chose d'arcanien finalement, arachnien plutôt, de tellement éthéré, quelque chose, la toile d'araignée est solide, donc c'est pas une bonne métaphore, mais quelque chose qui serait jamais, qui aurait pas de solidité, qui n'aurait aucune forme de solidité, et entre, comme l'émail, par exemple, imaginons qu'on ait émail qu'on aurait quelque chose dont la maille serait éloignée, une maille éloignée de l'autre, il y aurait des trous. Alors, à moins que ça soit à la mode, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça protège pas, ça laisse passer le froid. Donc, pour qu'il y ait une protection, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez uni, d'assez hermétique presque. Donc, je sais pas à quoi ça peut servir. Mais quelque part, cette composition, elle est peut-être une sorte de lubie, une sorte de création un peu gratuite, inutile, pas fonctionnelle. Ouais, c'est ça. Voilà comment on pourrait imaginer les choses. Alors, imaginons que tout ce que je dis, ça tient à rien. Imaginons que je parle dans le vide et tout ce que je dis tient à un bouton. Si ce bouton est vert, ça n'enregistre pas. S'il est rouge, c'est que ça enregistre. Ça tient à rien. L'existence, ça tient à rien. Ah, le numérique serait là aussi une parfaite analogie, une analogie très instructive sur ce qui est notre réalité. Notre réalité tient à rien, notre existence tient à rien. Et tout ce qui va avec, nos perceptions, finalement, nos façons de penser, d'avoir rapport, de traduire, d'expliquer, de justifier, de légitimer ou pas, voilà. Dieu existe parce que le monde sans Dieu, il pourrait pas s'expliquer. Tu m'en diras tant. Dieu existe, justement. Dieu existe. Sûrement qu'il existe. Mais t'as aucun moyen de prouver son existence. T'as pas le moyen de prouver l'existence d'un Dieu. Faudrait que tu sois, au minimum, un demi-dieu. Tu peux pas. T'as pas les moyens de percevoir un être tel que devrait l'être un Dieu. Un Dieu qui serait, comme dans la légende, le père de, etc., etc. Pas possible. Dieu serait pas que grand. Il serait pas qu'immense. Il serait invisible, impossible de le voir avec nos sens. Impossible de le percevoir. C'est antinomique. C'est illogique. On peut pas, un être aussi insignifiant, j'allais dire pas insignifiant, mais qui fait partie d'un ensemble immense, il ne peut pas. Dieu, c'est renoncer à l'idée, à cette idée définitivement. Mais on peut continuer de croire, bien entendu, de croire ou de raisonner ou de partir avec le paradigme d'un Dieu nécessaire, d'un Dieu indispensable pour expliquer l'origine des choses. Car il faut bien, a toujours une origine, quoique
ça reste à prouver. Peut y avoir des choses qui n'ont pas d'origine. Vraiment. Et je sais pas ce que je raconte là, des choses qui n'ont pas d'origine. Je suis fatigué pour expliquer ça, pour le démontrer. En tout cas, j'ai déjà parlé de la fontaine qui serait, pas la fontaine, mais et finalement de la source, qui serait elle, que j'ai empruntée quelque part, la source qui aurait permis d'amener de la matière d'un autre univers pour que cette matière serve de base à l'édification de notre univers, que évidemment il n'y a pas de création ex nihilo, il n'y a pas d'émergence ex nihilo, il faut bien que ce qui existe il faut bien qu'il provienne de quelque part. Donc ça paraît logique, ça paraît tenir, mais ça paraît se tenir, mais après ce qui est envisagé aujourd'hui peut être désenvisagé demain, il n'y a aucun problème. En tout cas, l'idée de Dieu, elle est intéressante quelque part, mais au bout d'un moment, on ne sait pas quoi en faire. Hein. Ça résout pas l'équation. Ça répond pas à la question. D'ailleurs, tout simplement, me pose toujours la question, mais qui suis-je pour pouvoir parler certaines choses, dans le sens où je pourrais pas parler de Dieu parce que c'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle. Désolé pour moi, mais c'est comme ça. Et si j'avais un Dieu, ben évidemment, je voudrais qu'il prenne soin de ma mère. Ah, voilà. Aussi de mon frère. Aussi peut-être de quelques autres personnes. Mais d'abord de ma mère. Et de mon frère qui n'est pas né. Ouais. Mais ma mère, mon frère qui n'est pas né. Si je devais faire un choix. Ma mère et mon frère qui n'est pas né. Ah, ça m'arrangerait. Je pourrais, évidemment, lui déclarer ma flamme et commencer finalement à me repenter son problème. Ou me repenter, ou me repentir, je sais pas quel est le verbe exact. En tout cas, je me mettrai à, voilà, à suivre. Mais, là, j'aimerais vraiment beaucoup que ma mère, elle soit bien traitée, qu'elle ait droit, enfin, à une vie simple, mais bonne vie, voilà, finalement qu'elle puisse un peu profiter d'elle-même et un peu penser à elle-même, en fait, qu'elle puisse enfin avoir une vie de femme. C'est ma mère, mais c'est une femme d'abord. Donc, ma mère qui a sacrifié sa vie de femme pour se consacrer à celle de mère. Voilà la question. Donc, on est là, on accompagne un peu le passage. Il est 1h35, l'ancien horaire, l'horaire d'été, 2h35, horaire d'hiver, et juste quelques heures de différence entre les deux. Et donc, voilà. Et je parle dans la nuit, je vais m'arrêter bientôt. Je tenais à ne pas laisser passer ce moment, à ne pas être un simple lecteur de contenu mis à disposition par d'autres. J'aime aussi créer mon propre contenu composé de mots, évidemment, certainement pas facile à suivre, à apprécier.
c'est pas la question. Je cherche pas, évidemment, cours pas derrière quoi que ce soit. Donc, au fil des mots, comme les mots qui accompagnent un jour mort, un jour parti, un jour défunt. Avec ces mots, je mets un peu ce jour-là qui va rejoindre le cimetière des jours passés, morts bien avant lui. J'aimerais bien qu'il soit accompagné avec ces quelques mots. Oui. Mes regrets éternels pour ce jour passé. Et évidemment, je pourrais rajouter passer sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans vous, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi ma mère, sans toi ma sœur, sans toi mon frère, sans toi mon père, sans toi mon proche, mon semblable, mon frère en humanité, mon frère en, j'allais dire en chrétienté, mon Christ, peu importe, mon frère en Christ, mon frère en Moïse, mon frère en ceci, en cela, peu importe. Alors c'est quelque part un peu, c'est dérisoire ce que l'on fait, dérisoire. On vient derrière, on vient après, un peu pleurer nos morts. Ah, il fut merveilleux. Il fut plein de générosité. Il a fait don de lui-même. Il a fait don de son corps. Ce jour mort, il s'est donné à nous entièrement. Il a été à nous. Il nous a généreusement fourni de la matière et de l'énergie pour nous sentir vivants. Et nous, on l'a mangé, on l'a dévoré. On l'a sacrifié, on se l'est incorporé. Et évidemment, le pauvre, après tous ces mauvais traitements, évidemment, il ne pouvait pas survivre le jour. Les jours, nous en faisons un usage tellement intense que finalement, ils sont soulagés de ne plus subir, de ne plus être offert à notre appétit, à notre amour dévorant. Voilà donc quelque chose qui est là, et à un moment donné, donc dans la nuit, il y a un message. Il y a un message qui n'a pas de contenu, un message vide, mais un message tout de même. Toi qui es loin, très loin, trop loin ou peut-être juste loin. Donc je n'ai pas vu depuis longtemps. Assez longtemps, très longtemps, trop longtemps, je n'ai pas vu. Toi que j'ai vu, que j'ai revu, et j'ai eu du mal à te reconnaître, et que j'ai eu du mal à reconnaître, j'ai eu du mal. J'ai été chagriné de te voir,
de voir, de voir que tu es devenu une sorte, que tu as pris une apparence pas si plaisante. Ah, il y avait quelque chose d'éteint en toi. Ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était où? Elle est où, cette lumière? Elle est où? Cette énergie, Toi qui es message vide, pour toi, que je n'ai pas connu, que j'ai côtoyé, et que j'ai pas pu connaître. Vous, la multitude de gens que j'ai regardés, vus, mais sans jamais approché. Vous étiez là, avec moi, vous avez passé du temps. Nous avons passé du temps ensemble, quelquefois des années, quelquefois juste quelques heures, quelques minutes. Et puis, vous avez disparu. Je sais pas ce que vous êtes devenu. Je sais pas ce que la vie vous a réservé. Quelquefois, il y a longtemps de cela, très longtemps. Peut-être que vous êtes plus de ce monde. Peut-être que vous êtes en cet instant vraiment mal au point. Peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose de pas très agréable. Peut-être que les temps ont été très durs avec vous. Peut-être et peut-être encore et toi, dont l'odeur m'avait transfiguré. Ah, quelque part, cette odeur qui m'avait traversé pour la première fois de ma vie, où j'ai senti réellement l'odeur d'une femelle, quelque chose qui m'avait... Ah, je me considérais pas comme un mâle, et toi, je ne considérais pas non plus comme une femelle. Mais il y avait quelque chose qui m'a secoué. Et après, il s'agissait plus d'une odeur, il s'agissait de quelqu'un d'autre, il s'agissait d'un visage que j'ai aimé. Ce n'était peut-être pas le premier visage que j'ai aimé, mais ce deuxième visage, je l'ai aimé. Vraiment, je l'ai aimé. Je continuerai de l'aimer, même si j'en donne pas la preuve, même si j'en parle jamais. Je continue d'aimer cette silhouette, ce corps un peu élancé, un peu dirigé vers le ciel. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé. Quelque chose qui s'est inscrit en moi. J'y peux rien. Moi, ces choses-là, je les contrôle pas. Je ne pouvais pas m'opposer à cette chose si vraie. C'est ma vérité. Et ma vérité de mâle, c'est ma vérité d'animal qui a parlé. Et à celle-là, je fais confiance. Celle-là, elle n'est pas trop marquée par les règles sociales, par les conventions, par ceci, par cela. Peut-être que oui. Et je veux bien, en cet instant, ne pas trop y penser. J'ai envie de penser que c'était la rencontre entre deux corps. Simplement. Ton corps, il a ressenti une correspondance avec le tien, avec ton corps. Senti une proximité. Peut-être ce n'était pas réciproque, peut-être, mais je m'en soucie guère. La réciprocité, bon, c'est pas si important. Elle a donc une chose,
Alors, message vide, mais il y a de la reconnaissance. Oui, je suis reconnaissant de t'avoir connu, du fait que t'as pu, à un moment, venir vers moi et qu'on a pu échanger quelques mots, qu'on a même correspondu, que quelque part, j'étais pas encore assez fait, pas encore assez formé. C'est vrai, je ressentais une certaine différence. Alors message nulle part, pour personne. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas. Pour ce que j'ai à dire, il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de boîte mail. Il n'y a pas de messagerie. Il n'y a rien. C'est des choses que l'on dit, que l'on garde pour soi et qu'on laisse mourir avec soi. Il n'y a rien d'autre. Faut accepter. Alors tu pars avec combien d'amour perdu. Ah, j'ai à mon compte 5 amours perdus. Ah, moi j'ai plus que toi. J'ai plus que toi. Ah, moi j'ai le double. Ah, tu crois que ça compte dans le delà? Là où tu vas, ça compte. Mais si, ça compte. Je meurs, mais ah, j'ai mieux que toi. J'ai fait mieux que toi. Bah ouais. Allez, arrête de la péter. Sérieux. Qu'est-ce que ça t'a rapporté, tous ces amours perdus? Ah ben si, je sais pas. Ben, plus j'en perdais, plus je me sentais important. Je sais pas. Ben, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Ben, ça me faisait du bien, ben, par inversion. Je dois pas être comme tout le monde, quoi. Je me sentais pas malheureux quand je perdais quand quelqu'un, non, plutôt, ouais, je me disais, ouais, bon, c'est bien. Au moins j'ai pu passer un petit moment avec. Au moins j'ai pu y rêver. Bon, il est parti, il se refuse à moi, de corps, mais moi je peux le posséder en rêve. Et c'est vrai. En rêve, j'ai possédé tout ce que j'ai pu posséder, voilà. J'avais plein de monde dans mes rêves. J'étais entouré, super entouré. Il y avait une telle. Je pouvais pas les compter. Et oui. Alors un regret. Pas tant que ça, pas de regret. Je sais même pas ce que ça veut dire, regretter. J'ai du mal à savoir ce que je dois regretter ou pas regretter. S'il faut regretter quelque chose, ben je ferai un effort pour trouver. Sinon, ben je réponds pas à cette question parce qu'elle n'a pas de sens pour moi. J'ai eu droit à tellement de choses, souvent imaginaires, mais c'était bien aussi. Ben, j'ai vécu très intensément dans mon imagination. Ah ouais, j'ai jamais été seul, jamais je me suis senti en déshérence, abandonné. Ah. Au moment de rendre l'âme à celui qui en est le propriétaire, à celui qui en a la jouissance, qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est le mot qui convient? Quelle est la sentence? Comment résumer une vie?
en une phrase, en deux phrases et demie, quelque chose qui peut être inscrit sur une stèle, ici et là, tanguant sur les surfaces, marchant entre les lignes, jamais bien en place, jamais au bon moment, toujours à la dérive, toujours chancelant, toujours sur la défensive, toujours dans le doute, toujours balbutiant, toujours débutant, jamais convaincu, jamais assuré, jamais rien d'achevé, pas grand-chose d'entrepris, mais rien d'achevé. Tout est resté en jachère, à prendre la poussière, à dormir, les rêves délaissés, les envolées abandonnés, les envolées arrêtés. Ouais. Les élans avortés. Voici ce que je pourrais mettre. Quelque chose comme ça. Donc voilà, on est là en compagnie des mots et simplement on se laisse un peu emporter. Il est bon de se souvenir des bonnes choses, des cadeaux dont on a été gratifié. Et merci d'être passé dans ma vie, d'avoir été là à un moment. C'est vrai, tu m'as fait du bien, peut-être involontairement, ou peut-être volontairement. Tu m'as fait du bien, tu as pris soin de moi. Ah, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était ça. C'est un acquis, c'est quelque chose de permanent. Tu comptes, et tu continueras de compter. Et je te ferai une petite place. Au plus tôt, je te donnerai ma place au paradis. C'est vrai que je l'ai promise à plein de gens. Et tu seras peut-être la première dans ma liste. Je préfère ma demeure, je te céderai ma demeure. Car je pense mériter une belle demeure. Un beau domaine. Et tu seras la reine de mon domaine. Tu seras, je te céderai la propriété de ce domaine céleste. Parce que tu le mérites. Voilà comment on se réapproprie, évidemment. On fait une sorte de mélange, quelquefois un peu trop, un peu pas très respectueux de certaines figures, mais c'est comme ça que l'on construit un texte oral avec des emprunts ici ou là. La propriété, évidemment, reste à ceux qui ont finalement droit sur les références. Après, moi, je ne suis qu'un usufruit, un usufruitier, je sais pas, passager, et simplement, je ne fais qu'un usage très très rapide. Je ne prétends pas à la propriété permanente, et voilà donc comment les mots s'enchaînent et comment simplement c'est vrai que
On a envie de laisser remonter les mots encore longtemps pour peut-être, s'il était possible, de faire dans le laisser, dans le lâcher contrôle et commencer réellement à faire se former une boule, comme quelque chose qu'on pourrait avoir envie de vomir, d'expectoriser, d'expulser de soi. Une boule de douleur, une boule de souffrance, une boule de tout ce qui, finalement, de ce que nous avons retenu comme désagrément, comme déception, et ces choses-là doivent sortir, doivent nous quitter, même momentanément, pour essayer de ressentir, même très provisoirement, cette impression de liberté qui était la nôtre au début. Avec le temps, nous avons accumulé tellement de désagréments, tellement, et nous sommes devenus, notre corps est devenu ça. Il est composé presque entièrement de ça, d'une matière noire, d'une matière triste, d'une matière morte. Il faut que ce corps revienne à la vie. Donc, avec les mots, à force d'aller chercher le bon mot, à force de chercher à se faire remonter les trésors enfuis, peut-être qu'on finirait par tomber sur quelque chose qui a une valeur patrimoniale, une valeur symbolique forte. Mais pour l'instant, je laisse tomber, je m'arrête et je reprendrai la prise de parole à un autre moment. J'ai dépassé les 1h30, c'est très bien, c'est suffisant. Bien sûr, il y a la fatigue corporelle qui joue, mais sinon, il y a aussi l'appréhension que rien de notable ne vienne, quoi. Donc, quelque part, il y a une sorte de peur qui commence à se mettre en place. Qu'est-ce que je vais dire encore? Voilà. C'est toujours une sorte de voyage dans l'inconnu, même si quelquefois on a des repères, mais c'est quand même l'inconnu. Et donc cet inconnu, il vous effraie et il vous met un petit peu dans l'inconfort et il vous met en inconfort et à force d'être un peu pas très sûr, à force, vous finissez par vous sentir un peu dépassé, un peu fatigué de cet effort en continu. Donc j'arrête parce que je peux encore, mais j'arrête. C'est comme ça. À très bientôt dans un autre versant de cette histoire, de ces thématiques très ouvertes et très toujours intéressante et toujours prometteuse et qui tient ses promesses au fil des mots, au fil des jours, au fil de nos voyages intérieurs, de nos voyages extérieurs, au fil de nos évolutions, de nos circonvulsions de toutes sortes, au fil de notre être perpétuellement en déplacement, mais aussi éternellement relié à une sorte de place, à une sorte de, comment dire, comme fixé, comme ayant fusionné avec
un point dans l'espace, un point dans le temps, et voilà, un déplacement, mais en même temps, un non-déplacement, une sorte de fossilisation, une sorte de l'incapacité de s'extraire dans un certain point de vue, puis la possibilité aussi, malgré cet état de fixité, à un moment donné, il y a la possibilité d'aller jeter un coup d'œil ailleurs. Donc, vivre ailleurs dans les mots et dans les etc., etc.